Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, je n'ai jamais fort goûté l'exercice consistant à rédiger et prononcer un discours d'ouverture. Je m'y plie néanmoins car c'est à plusieurs titres qu'il m'a été demandé de prendre la parole. Je commencerai donc par vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique et de son secrétaire perpétuel, M. Hervé Asquin. Attendu qu'il m'est revenu que certains participants s'interrogeaient sur cette institution, je crois bien faire en disant quelques mots. Fondée le 16 décembre 1772 par Marie-Thérèse d'Autriche, l'Académie impériale et royale des sciences et des belles-lettres de Bruxelles a reçu son appellation actuelle le 1er décembre 1845. Comme l'indique cette même appellation, notre Académie comprend 3 classes, celle des sciences, celle des lettres et des sciences morales et politiques, dont, pour rappel, Bonaparte supprima l'équivalent français auquel il reprochait d'être composé d'idéologues hostiles de principe au régime, et la classe des beaux-arts. Une 4e classe a vu le jour, voici bientôt 6 ans, puisque la classe technologie et société a été officiellement inaugurée le 2 avril 2009. Je dois aussi vous souhaiter la bienvenue au nom du Collège Belgique, puisque le colloque que nous inaugurons est organisé en son sein. Placé sous l'égide de l'Académie, qui a associé à son projet les académies de médecine et de langue et de littérature française, et sous le prestigieux parrainage du Collège de France, le Collège Belgique propose à chacun, tant à un public curieux qu'aux chercheurs spécialisés, des cours-conférences de haut niveau, orientés vers des thématiques peu explorées et aux confins de différentes disciplines. Il vise ainsi à sortir des universités, institutions artistiques et autres centres de recherche un savoir peu diffusé, afin de permettre à l'ensemble des citoyens d'y accéder. Ces cours-conférences ainsi que les colloques sont donc ouverts à toutes et à tous, et j'ajoute, sur un plan pratique, que les doctorants en cours de formation peuvent obtenir une valorisation en crédit ECTS, mais doivent en faire la demande. Voici donc les 2 institutions au nom desquelles je vous accueille en ce lieu qui a lui aussi une histoire. Construit sous le régime dit hollandais, ce qui est à l'origine le palais du prince d'Orange, qui y habita de 1828 à 1830 en compagnie de sa femme Anna Pavlovna, sœur des tsars Alexandre Ier et Pierre Ier de Russie, n'est devenu le palais des académies qu'en 1878. Quant aux locaux dans lesquels nous nous trouvons, il s'agit des anciennes écuries princières puis royales, bientôt transformées en garage à automobiles, jusqu'au moment où le roi Baudouin mit à disposition en 1962 et céda finalement en 1966 les bâtiments à l'Académie afin que celle-ci puisse y loger sa très riche bibliothèque ainsi que ses archives qui ne le sont pas moins. L'état actuel des locaux remonte aux années 1990, au cours desquels eurent lieu de grands travaux de stabilisation, bien entendu, et de rénovation. Je prends enfin la parole en tant que ce que Vincent Genin a nommé un parrain académique. Parrain académique du projet de colloque porté et organisé par le réseau RICHI pour Réseau international de jeunes chercheurs en histoire de l'intégration européenne. À ce sujet, je voudrais m'autoriser de mon statut d'ancien, sans, je l'espère, en abuser, pour évoquer la naissance de ce réseau qui remonte à l'été 2003.
réunis en juillet de cette année-là à Yuste, en août à Cologne, dans le cadre du premier séminaire doctoral d'été du réseau SEGEI pour Social Economic Governance and European Identity, une douzaine de doctorants et 4 anciens, Éric Bussière, Jürgen Helvert, Sylvain Scherman et moi-même, échangèrent beaucoup en marge des séances de travail sur la nécessité de la mise en réseau des jeunes chercheurs trop souvent limités à leur habitat national, mais ne demandant qu'à découvrir d'autres horizons. Catherine Rucker et Laurent Warlouzet, qui allaient présider tour à tour le réseau Ritchie, se lancèrent dans l'aventure avec le succès que l'on connaît et qu'il faut saluer très chaleureusement, non sans encourager les actuels responsables à actualiser les informations, mais j'insiste à ce propos, les informations institutionnelles qui figurent sur le site du réseau, puisque la dernière mise à jour remonte au mois de février 2012. Ma remarque n'a rien de désobligeant. Au contraire, elle met le doigt sur l'évolution même de la pratique de la coopération agissant en marge d'institutions fortement structurées et hiérarchisées, et adoptant des modes d'interaction assez peu soucieux des aspects strictement formels de celle-ci. En d'autres termes, la fortune de Ritchie se mesure d'abord et avant tout à l'aune de la densité du maillage de l'espace européen de la recherche auquel il contribue. Ce maillage va de pair avec l'évolution de l'historiographie de l'intégration européenne qui est entendue au sens large et couvre l'histoire politique, économique, sociale, culturelle, et donc, dois-je même le dire, dépasse aussi bien l'histoire des relations internationales interétatiques que la stricte histoire intérieure des différents pays européens. Le chemin parcouru depuis le début des années 1980 est très considérable, parce que l'approche de la construction européenne par des historiens venus de l'histoire des relations internationales a connu une évolution sui generis, mais a aussi absorbé insensiblement l'heureuse influence des social sciences. Mais cette évolution n'est pas sans risque. Quitte à heurter quelques oreilles sensibles, je veux dire que le recours, souvent beaucoup trop timide ou beaucoup trop ponctuel aux archives, qui s'accompagne d'une perte des connaissances linguistiques, trahit une perversion dont témoignent les pratiques de certaines écuries de chercheurs dont les jeunes poulains ne lisent et ne rédigent que l'anglais, négligeant dès lors les sources et travaux dans d'autres langues, se figurant volontiers être de nouveaux Mozart de l'historiographie. Ils n'en font généralement que des portes ouvertes bien avant eux par des compositeurs plus modestes. Mais faute de recherche heuristique, digne de ce nom, de capacité linguistique suffisante et, oserais-je le dire une fois encore, d'une culture générale ou culture de contexte satisfaisante, il s'adonne dans la plupart des cas de bonne foi au rite ancestral du tirage de barbichette appliqué aux références infrapaginales, renvoyant aux seules contributions connues, celles des autres membres de l'écurie à laquelle ils appartiennent. C'est non seulement à cause de l'initiative prise il y a plus de 10 ans, mais aussi des développements de cette dernière, que l'action de Ritchie est précieuse et estimable, car elle s'efforce de rompre le cercle vicieux que je viens de dénoncer. Cette action résulte d'une délicate et difficile alchimie entre le si légitime souci de promotion individuelle et le non moins indispensable jeu collectif, dans un milieu où les parricides et plus encore les infanticides sont nombreux et devraient être bannis. Cela étant, sans empiéter sur la présentation de Vincent Genin, Thomas Reynaud et Mathieu Osmond, que je veux remercier et féliciter chaleureusement, car ils appellent la sollicitude et les encouragements des aînés, en même temps qu'ils illustrent au bénéfice de leurs jeunes collègues l'alchimie à laquelle je viens de faire référence, sans empiéter non plus sur la leçon de Laurence Badel, dont je sais depuis désormais fort longtemps, le souci de la reliance, oserais-je dire de l'interconnexion, je voudrais dire un mot de l'intitulé du colloque. Il n'aura échappé à personne que l'intitulé primitif a été amputé, voyez la couverture du programme, du mot sociabilité. Je le déplore.
Je le déplore car ce mot qu'accompagne soit l'adjectif spontané, soit l'adjectif organisé, constitue un élément indissociable de la notion de réseau et de celle de pratique. Je le déplore aussi car la notion même de sociabilité nous aurait permis d'ouvrir le colloque par une promenade autour et dans le parc de Bruxelles. Nous aurions pu parcourir, dans le sens des aiguilles d'une montre, le quadrilatère formé par la place des Palais, la rue Royale, la rue de la Loi et la rue Ducale, et me transformant en Cicérone, brandissant bien haut une petite pancarte ou un parapluie, que vous aurais-je dit? Nous sommes dans l'entre-deux-guerres. Voici en 2 mots, c'est-à-dire au pas de course, tête à gauche, la mention de quelques amers remarquables. Place des Palais, le Palais Royal. Rue Royale, l'Hôtel Herrera, abritant un des grands, si pas le plus grand salon bruxellois de l'entre-deux-guerres. La Société Générale de Belgique, le siège du Crédit Lyonnais, Belgique. Nous tournons rue de la Loi et nous trouvons au numéro 2 l'hôtel du ministre de la Défense nationale, le Palais de la Nation abritant le Sénat et la Chambre des députés, l'hôtel du ministre des Affaires étrangères au numéro 8, celui du ministre des Sciences et des Arts au numéro 10, celui du ministre des Finances au numéro 12 et celui du ministre de la Justice au numéro 16. Nous voici rue Ducale, nous revenons vers le Palais des Académies. Je ne vais pas passer en revue chaque numéro, mais une petite halte s'impose devant le numéro 15, siège actuel de l'ambassade de Suisse près le roi des Belges. Avant cela, la maison a été habitée de 1913 à 1940 par Paul Immense, ministre des Affaires étrangères pendant plus de 10 ans, l'un dans l'autre, entre 1918 et 1935. Qu'est-ce que ça veut dire? Immense est un jet de pierre du ministère, du palais, du Parlement et de son cercle, car le parc de Bruxelles dans lequel il aime se promener, en devisant avec l'un ou l'autre ami, parc de Bruxelles qui ressemble à s'y méprendre à un immense salon à ciel ouvert, accueille aussi le cercle royal gaulois, dont le nom et l'emblème, le coq gaulois, disent mieux qu'un long discours les affinités avec la culture française. Enfin, me contentant de signaler que l'ambassade de France est toute proche, au point que l'ambassadeur fait sortir par le jardin situé derrière l'ambassade l'un ou l'autre député ou ministre qui l'a convié à déjeuner et qui doit regagner en hâte le Parlement, j'ajoute et termine à propos de Immense en disant que membre de l'Académie royale de Belgique, il n'a évidemment que quelques pas à faire pour s'y rendre, une académie qui, depuis la création à Paris en 1919 de l'Union académique internationale, est elle-même devenue le cœur d'un gigantesque réseau, puisque l'Académie est encore aujourd'hui le siège de l'UAI. Sociabilité spontanée, sociabilité organisée aurait donc pu être illustrée par une visite éclair in situ. Mais pas seulement, car cette sociabilité renvoie à la notion de cadre de référence ou de contexte immédiat, ou encore de frame analysis, cher à Irving Goffman. Certes, ces travaux portent sur la sociologie des individus, mais celle-ci est susceptible de fécondes applications dans la recherche historique, portant sur les ensembles collectifs. Il y aurait dès lors beaucoup à faire après avoir lu ou relu ce qu'écrivait ce sociologue canadien à propos de la métaphore théâtrale et celle du rituel dans l'analyse des rites d'interaction, les uns spontanés, les autres organisés. Le formel et l'informel qui caractérisent les sociabilités fournissent aussi une clé de lecture applicable au réseau. Un champ auquel, faute de temps, je ne m'arrêterai pas, si ce n'est pour dire, et j'emprunte ceci en résumant à outrance, à un collègue sociologue, mon confrère Felice D'Aceto. Après avoir rappelé que les réseaux, voulant appréhender le volet non formel et implicite des relations humaines, ne montrent pas facilement leurs bornes et leurs rapports externes, l'auteur ajoute que 3 grandes finalités possibles au réseau peuvent être mises en évidence. Ces 3 grandes finalités se ramènent à des grandes catégories de l'action humaine, la communication, la transaction et le contrôle.
tout réseau participe de près ou de loin à ces trois dimensions. C'est à l'analyse de dégager leurs poids respectifs, tout comme c'est à l'analyse d'éclairer le rapport complexe entre initiatives individuelles, contingences sociales et données structurelles. La nature des liens, liens forts, liens faibles, le niveau d'explication des règles, la densité des relations, la médiation des objets permettent de cerner des logiques de fonctionnement des réseaux. Mais celles-ci ne sont pas sans lien avec leur efficacité sociale, leur capacité à devenir capital social. Capacité que l'on comprendra d'autant mieux si on analyse également le capital culturel mobilisé dans le réseau et le capital symbolique dont il bénéficie. Enfin, la mise en place de réseaux peut également être cernée à partir des structures auxquelles ils donnent naissance. Entre un modèle complet qui procède d'un idéal démocratique où tous les membres ont des liens avec tous et un modèle absolument centralisé, il y a toute une gamme de variations possibles. Des liens pourraient par ailleurs être établis entre le type de structure et les capacités d'action, de communication, de transaction et de contrôle auxquels tout réseau est confronté. La trop brève évocation d'un ou plusieurs cadres de référence, celle des acteurs et celle des réseaux, pouvant être incarnés par des pratiques ou les incarnants, conduisent à s'interroger sur les motivations et le sens de ces dernières. C'est pourquoi, plutôt que de citer pour conclure l'un ou l'autre acteur ou l'un ou l'autre historien, je citerai Marcel Proust, qui écrit, nous sommes en 1921-1922, dans Le Côté de Guermantes, à propos du marquis de Norpois, je cite, « On peut railler la pédantesque niaiserie avec laquelle les diplomates à la Norpois s'extasient devant une parole officielle à peu près insignifiante. Mais leur enfantillage a sa contrepartie. Les diplomates savent que, dans la balance qui assure cet équilibre européen ou autre, qu'on appelle la paix, les bons sentiments, les beaux discours, les supplications pèsent fort peu, et que le poids lourd, le vrai, le déterminant, consiste, entre autres choses, en la possibilité que l'adversaire a, s'il est assez fort, ou n'a pas, de contenter, par moyen d'échange, un désir. En vous souhaitant, nous souhaitant un bon colloque, je nous laisse méditer ce propos de Proust qui, à mon estime, donne à penser, car n'est-ce pas la frustration du désir qui, canalisée, ouvre la voie à la parole.